Des consultations à rallonge chez l'homéopathe, j'en ai eu toute mon enfance. Maman, elle nous donnait de la propolis. Je me souviens, j'avais 6 ou 7 ans, j'avais des gouttes de propolis l'hiver. Notre but dans la vie, c'est pas d'épargner et c'est pas d'avoir des chiffres sur un compte en banque. Notre objectif, c'est de vivre notre vie et de gagner la juste quantité dont on a besoin. Mais c'est de gagner Ouais. ce dont on a besoin par rapport au rythme de vie que l'on souhaite avoir pour être heureux. Quand je dis, moi, j'accompagne vraiment les clients, je suis conseillère commerciale, mais je me sens plus conseillère que commerciale. Je leur apporte beaucoup de conseils en gestion. Et souvent vient la question, mais comment je vais donner à manger à mes enfants ? Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Éclosion par Hygiène de Vie. Le podcast qui t'invite à te replonger dans ta nature féminine, à mieux comprendre ton corps sacré et à t'y reconnecter. Je suis Alexandra, naturopathe spécialisée en santé féminine. Après de longues années endormie, distante de ma nature profonde et privée de mon cycle, j'ai enfin laissé éclore la fleur en moi. Avec ce podcast, je te donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces pour reprendre ta santé en main afin de retrouver vitalité et mieux-être. Vagin, utérus, contraception, mais aussi pathologie du cycle féminin et ragnagna sont mes dadas. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour un moment en toute simplicité, frais et 100% naturel. Si ce podcast te plaît, aide-moi à le faire connaître auprès d'autres femmes qui en auraient besoin en me laissant une note 5 étoiles sur Apple Podcast et en le diffusant sur les réseaux sociaux. Arrêtons de nous mettre dans une case, apprenons plutôt comment nous fonctionnons et éveillons-nous à l'écoute de nos besoins pour retrouver notre juste équilibre. Es-tu prête à éclore ? Mets-toi à ton aise, installe-toi confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode. Belle écoute! Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode à deux voix en compagnie de l'une d'entre vous. Place à Camille qui a accepté de témoigner pour nous partager son expérience de vie et ses cheminements autour d'une nouvelle vie qui l'attend. Je la cite, « Je suis conseillère bancaire, future naturopathe et j'ai à cœur de promouvoir une naturopathie accessible. » Ça annonce du très intéressant tout ça. D'ailleurs, si toi aussi tu souhaites intervenir dans le podcast pour partager ton chemin de vie, une expérience en particulier, une réflexion, ou que tu souhaites tout simplement papoter un peu avec moi, eh bien tu es la bienvenue. Envoie-moi ton message soit via la page contact de mon site internet hygiènedevie.fr, soit par message privé sur Instagram @alexandraportailnaturo. Avant toute chose, c'est l'heure de l'instant dédicace. Je souhaiterais vous lire et vous partager le message laissé par Karima directement sur l'article lié à l'épisode au sujet de l'épisode numéro 49 en compagnie de Nelly. Joli parcours, le courage de prendre sa vie en main et de se lancer dans un projet auquel tu crois, plein de valeurs. Bravo Nelly, tous mes vœux de réussite pour la suite. Eh bien, merci beaucoup Karima pour ce message de bienveillance auprès de Nelly. Je suis vraiment touchée de voir à quel point vous vous soutenez entre vous. C'est vraiment super chouette d'avoir cette petite famille d'hygiène de vie qui grandit jour après jour. Merci à vous. Si vous aussi vous souhaitez me soutenir totalement gratuitement et m'encourager, je vous invite à me laisser également une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire pour m'aider à améliorer le référencement du podcast. Ou bien, si vous n'êtes pas utilisateur ou utilisatrice d'Apple, pas de problème. Vous pouvez aussi m'envoyer votre message sur mon compte Instagram alexandraportailnaturo ou encore même laisser votre note et votre commentaire directement sur la page du podcast sur mon site internet. Je me ferai une joie de le partager en retour lors d'un prochain épisode. Allez, assez bavardé, je vous laisse rejoindre ma conversation avec Camille pour nous raconter son histoire et ses convictions. Belle écoute! Bonjour Camille, comment vas-tu? Très bien, bonjour Alexandra. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast pour un nouvel épisode dans la peau 2 ou dans l'histoire 2. Donc aujourd'hui, ce sera dans la peau de Camille.
Donc, je suis vraiment très contente que tu aies accepté d'intervenir sur le podcast Hygiène de vie. Tu es ma quatrième, je crois, quatrième personne à avoir répondu par la positive pour intervenir. Donc, voilà, je suis très contente. J'adore partager des moments comme ça avec d'autres personnes. Et du coup, pour commencer, j'aime bien poser une première question pour un petit peu voir qui tu es. Est-ce que tu pourrais nous dire quel objet as-tu décidé de nous présenter aujourd'hui et pour quelle raison? Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter la gourde. Parce qu'aujourd'hui, la gourde, il fait partie de mes indispensables. Je dis toujours autour de moi, c'est jamais sans ma gourde. À la maison, on est 5, j'ai 3 enfants, tout le monde a sa gourde. Je pars travailler avec ma gourde, je reviens avec ma gourde. Les enfants, et puis là, avec le Covid, finalement, ils ont vraiment besoin de cet outil-là au quotidien pour aller à l'école aussi. Donc, au final, ça va bien. Elle me permet au quotidien de m'hydrater et de prendre mes petites tisanes tout au long de la journée. Voilà, c'est un objet aussi, c'est un bel objet. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut offrir. Moi, la mienne, ma fétiche, elle m'a été offerte par mon amie Marine et elle est top parce que du coup, elle fait thermos et puis elle garde mes tisanes bien au chaud. Et aussi, on est dans du zéro déchet au final parce que ça évite de se trinque-baller sa bouteille d'eau en plastique et puis finit dans la nature. C'est pas terrible. Donc du coup, voilà, c'est mon objet fétiche depuis plusieurs années maintenant. Je me balade plus sans. C'est drôle que tu dis ça parce que c'est vraiment un objet que je recommande à toutes mes clientes justement à chaque fois et j'en ai même du coup eu l'envie un jour, j'ai une idée un peu fulgurante comme j'en ai plusieurs dans la journée des fois, me dire est-ce que je ne ferais pas une gourde un jour, je ne proposerais pas une gourde à l'effigie d'hygiène de vie parce que c'est vraiment quelque chose que moi encore une fois j'ai toujours ma gourde avec moi, je pense qu'on ne me voit jamais sans ma gourde et c'est quasiment l'objet premier que je recommande comme je disais à toutes mes clientes parce que généralement ce qui pêche le plus quasiment c'est le manque d'hydratation. Et c'est compliqué pour beaucoup de personnes de penser à boire, ou quand elles boivent, c'est parce que c'est déjà trop tard. Et du coup, je leur dis toujours, mais ayez toujours une petite gourde avec vous, pas forcément très, très grande, parce que des fois, ça peut démoraliser, mais des petites qu'on peut remplir, etc. En mettant, comme tu disais, des choses dedans pour donner envie de boire aussi. Et idéalement, comme tu le dis aussi, avoir une gourde, une belle gourde, un bel objet en fait qui nous fasse plaisir et qu'on est fier d'avoir avec nous en fait et qu'on peut transporter vraiment comme une troisième jambe en fait. Donc c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ouais, du coup, mais carrément. Et pourquoi tu as intégré cet objet-là? C'est parce que justement, tu n'arrivais pas à t'hydrater auparavant? Comment c'est Ouais, venu j'avais en fait dans ta tendance à. vie? C'est ça, j'avais tendance à pas boire suffisamment. La journée passée, enfin voilà, on va qu'à nos occupations et puis je buvais pas suffisamment. Et voilà, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit Camille, quand même, toi qui fais attention à toi, à un moment donné, ça serait bien que tu t'hydrates un peu plus. Et puis ça m'est venu aussi l'idée, à un moment donné, avoir des petits troubles digestifs, des choses comme ça. Et du coup, je me suis dit tiens, avant de partir travailler, je vais me faire une tisane de romarin et puis comment je vais faire? Je vais pas me balader avec mes herbes sèches dans la main et arriver au boulot. Enfin voilà, c'est compliqué. Et donc du coup, voilà, je me suis dit tiens, une gourde, c'est top. Et voilà quoi, c'est comme ça que je me suis approprié l'objet et je ne sais plus m'en passer aujourd'hui. Mm. Et en plus, je trouve qu'il y a, Voilà. il y a une autre chose moi, que j'aime bien avec la gourde, enfin quand tu as une gourde qui te ressemble, que tu aimes bien, etc., c'est que n'importe où tu vas, tu as l'impression d'emmener un petit peu un peu de chez toi en fait avec toi. Toi, tu as ta C'est ça. belle gourde, tu Oui, mets tout ta à fait. boisson préférée que tu as l'habitude de boire chez toi et tu dis, je suis en extérieur, je vais pas pouvoir boire mon thé matcha, j'en sais rien, mon petit café au lait ou mon infusion ou tout simplement mon eau. Et du coup, tu te dis, non, j'ai un petit peu de chez moi avec moi et tu recrées un mini cocon en fait. Je trouve que ça vraiment plaisant Ouais. aussi. Oui, Ok, non, j'ai ouais, chouette. raison. Et, voilà. Et c'est vrai qu'au boulot, j'ai ma tasse sur mon bureau. Et puis bon, c'est vrai que la gourde thermos, elle garde vraiment bien chaud. Donc du coup, on peut pas boire directement quand c'est de la tisane. Donc du coup, j'ai la tasse à côté. Et puis c'est vrai que les collègues, souvent, quand elles passent devant le bureau, en disant,
Ça va Je dis bah oui, non mais bon, c'est ma petite tasse et puis avec ma tisane. Donc à la limite, quand il y en a qui veulent goûter ce qu'il y a dedans, je partage quoi aussi. Donc c'est aussi Convivial. c'est ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis on sait Ok, que c'est la mienne. C'est qu'on va pas, voilà. si je la laisse traîner, on sait que c'est la mienne et c'est à personne d'autre quoi. Bon, bah super. Donc, ton objet, c'est la gourde. Et du coup, Voilà. si on rentre un petit peu plus dans les détails, est-ce que tu pourrais me dire qui tu es, Camille? Comment décrirais-tu ton parcours et ton histoire jusqu'à ce jour? Alors, ben moi, je suis Camille, j'ai 37 ans, je suis maman de 3 enfants, j'habite près de Lille. Aujourd'hui, j'ai entamé une reconversion professionnelle, ça va faire bientôt 1 an. Je travaille dans le milieu bancaire aujourd'hui, je suis conseillère bancaire. Donc, il y a enfin, ça a mis du temps avant de me dire, oui, bah, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je me suis dit, Camille, il faut que tu changes de voie. Tu as des choses à transmettre, tu as des valeurs à faire partager. Il faut que tu sois il faut que tu sois utile à un bon nombre de personnes. Alors, dans mon métier aujourd'hui, je le suis parce qu'aujourd'hui, j'accompagne des personnes plutôt en difficulté financière et du coup, j'arrive à les accompagner, mais du coup, avec toutes les contraintes du monde bancaire qui vont derrière. Donc voilà, donc là, je suis en plein changement de vie et je suis quelqu'un de dynamique, je suis quelqu'un de jovial, j'adore recevoir, j'ai des investissements en milieu associatif. Je pense que je suis une hyperactive en fait. Après, voilà quoi, j'aime être un petit peu sur tous les fronts, tout en étant organisée pour essayer de tenir la barque parce que c'est pas facile de tout gérer avec des enfants en bas âge. Hein. Donc ma dernière n'a que 2 ans, donc du coup, faut savoir suivre le rythme. Et donc voilà quoi, Camille, hyperactive, je pense. Et comment tu décrirais la Camille enfant et adolescente? Je pense que j'étais une enfant joyeuse, rêveuse. Je pense que sur mes bulletins, il était marqué ça, Camille, Camille est rêveuse, Camille est sur son petit nuage. Toujours joviale, je pense, bonne copine. Voilà, donc ça, c'est des choses que j'ai pu retrouver sur tu sais, les prix à l'école, on nous donnait des prix. C'était un livre en fin d'année. Prix de la bonne humeur, prix du rangement, etc. Et là, j'ai un livre à la maison, donc j'étais en grande section, je pense. Et il y a quelques petits traits de caractère, en fait, qui sont repris dans ce livre. C'est l'institutrice qui avait repris ça. Et en fait, quand on lit ce qui est écrit, et l'adulte que je suis aujourd'hui, bah en fait, ouais, c'est un peu ça, quoi. Donc, bonne humeur, bonne copine, rangement, j'aime l'ordre aussi. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est qualificatif qui me représente bien finalement. Et comment, du coup, t'es venue cette envie de rejoindre l'univers bancaire? Alors, ça a été compliqué parce que quand je suis arrivée au lycée, j'ai souffert de lacunes dans les matières scientifiques. Et parce que depuis, je pense, milieu de collège, je voulais exercer un métier qui était le métier de kinésithérapeute. Voilà, à côté de ça, je faisais de la natation, donc j'ai nagé depuis l'âge de 8 ans, je nageais dans un club. Donc le monde du sport, c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de ma vie aussi. Euh, travailler avec des sportifs ou travailler avec des personnes aussi qui auraient besoin en matière de rééducation physique, voilà, je m'étais dit ça, c'était ce que je voulais faire. Et tout s'est effondré en fin de seconde quand les profs ont dit, bah non, Camille, tu ne pourras pas partir en filière scientifique parce que tu n'as pas le niveau, parce que aujourd'hui, si tu veux faire kiné, il faut partir en médecine. C'était à l'époque, c'était comme ça, c'était le tronc commun de médecine. Et du coup, ça me fait un peu peur à tout le monde en disant, bah ouais, en effet, Camille, tu ne seras pas capable de faire médecine. Alors qu'au final, c'était le tronc commun. Et puis peut-être que j'aurais
En effet, je me serais plantée en médecine, mais du coup, j'aurais peut-être réussi à intégrer la partie kiné, mais bon, c'est tout. Et du coup, je me suis retrouvée en filière technique, option commerce. Bon, bah oui, pourquoi pas. Ça s'est bien passé. J'ai eu mon bac avec mention, et puis je me suis retrouvée en BTS Action commerciale. Et puis après, j'ai intégré la banque. Voilà, après mon BTS, il a fallu trouver du travail. Et j'ai été embauchée là où je travaille aujourd'hui encore. Et puis, ben, voilà, j'ai fait mon petit chemin. Et puis voilà, ça fait 16 ans maintenant. Ah, il y a un bon Donc, petit chemin, effectivement. voilà, c'est ça. Et avec le recul, sans mettre une étiquette péjorative, mais est-ce que tu dirais que ça a été un choix par défaut, du coup, d'avoir été vers le commerce et la banque ou pas? Oui et non, parce qu'à l'époque, ça me convenait bien. Le côté, bah, le commerce, le contact. Voilà, je suis quelqu'un qui aime le contact, qui aime parler. Enfin, voilà, ce côté-là me convenait très, très bien. Le côté projet aussi, parce que c'est vrai que dans notre BTS, il y avait toute une partie aussi projet, donc c'était aussi intéressant le fait de créer des choses et d'être amené en fait, à se dire, bon, est-ce qu'on pourrait le vendre? Voilà, tout ça, ça faisait partie des choses qui me plaisaient, quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde bancaire a beaucoup évolué en 16 ans de temps, et je crois que c'est pas fini. Et voilà, c'est un milieu qui est compliqué, c'est de plus en plus commercial. Donc l'approche humaine, l'approche accompagnement, elle est de plus en plus difficile en fait. Et c'est quand on prend conscience de ça, on se dit, mais Camille, est-ce que tu es encore en phase avec ça? Et aujourd'hui, je suis plus forcément en phase avec ça. Donc, avant de risquer pour ma santé mentale, on va prendre les devants et puis on va faire en sorte que ça évolue parce que, ben, Camille, tu as 37 ans, tu n'as pas fini ta vie professionnelle, quoi. Ouais, Donc, voilà. tes propos font un peu écho avec ce que je connais un peu du système bancaire. C'est vrai que j'en ai pas une image très incroyable. Pas des personnes qui travaillent dans les banques, mais plutôt du système bancaire, comme tu l'as dit, qui Ouais. évolue constamment et qui devient de plus en plus commercial qu'un réel accompagnement pour des personnes qui ont besoin et qui ont peut-être même des difficultés. Moi, je sais que c'est des choses que j'ai toujours entendues parce que j'ai une famille qui a beaucoup évolué dans le système bancaire, justement, et ma maman, notamment, qui a eu une grosse expérience et qui, derrière, en plus, a terminé sur un burn-out. Alors, en aucun cas, hein, elle ne dit ou je dis que c'est la banque qui est fautive et qui est responsable de son burn-out, parce qu'un un souci psychologique est lié surtout à des difficultés intérieures, mais en tout Oui, cas c'est ça. sont souvent mis en exergue, souvent mises en exergue ou en tout cas amplifiées et déclenchées par des facteurs aussi externes. Et là, c'était la banque. Et elle me disait effectivement, mot pour mot, j'ai plus l'impression d'aider mes clients, je m'acharne pour les aider, pour les accompagner dans leurs projets. Et malgré moi, on me force, on va dire, à vendre des choses, à vraiment avoir un aspect une approche très commerciale à l'encontre de ses valeurs, en fait. Et c'est ça qui, après, a creusé, on va dire, ce fossé de plus en plus important et qui, derrière, aboutit sur un burn-out sans que ce soit la banque la responsable Non, c'est majoritaire. ça. Mais voilà, ça a été une goutte d'eau supplémentaire. Ouais. Et donc, tu confirmes un petit peu aussi ça en disant qu'effectivement, toi, tu sens qu'il y a un décalage peut-être de valeur aussi, d'attente qui se crée entre ton entreprise, en fait, et toi. C'est complètement ça. C'est que aujourd'hui, j'ai rien à reprocher contre mon entreprise. Au contraire, elle est là, elle m'accompagne, elle connaît mes difficultés et elle est là. Donc c'est ça qui est chouette. C'est du coup, il y a des choses qui sont mises en place. Donc mon entreprise n'est pas forcément au courant de ce que je fais à côté parce que j'ai pas envie de tout mélanger aujourd'hui parce que voilà, je pense que ça fait partie de la partie privée de Camille et donc il y a des choses qu'il ne faut pas forcément tout dévoiler. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le manque de reconnaissance par rapport à un travail qualitatif. Je ne dis pas que commercialiser des produits, ce n'est pas qualitatif. Je me dis qu'aujourd'hui, on va reconnaître
et on va valoriser le conseiller qui vend plus, mais en revanche, la conseillère ou le conseiller qui va être dans l'empathie, qui va accompagner ses clients, qui va être vraiment dans le relationnel, on va dire oui, c'est bien, mais c'est tout. Il n'y a pas de valorisation. Quand je parle de valorisation, c'est quelque part des fois le nerf de la guerre, c'est la rémunération qui n'est pas forcément, adaptée, voilà, parce qu'on considère que tu ne vends pas assez de choses comme ci, comme ça. Donc, du coup, on ne considère pas que tu sois forcément à 100% à la hauteur. Mais c'est tout. Après, c'est comme ça, c'est le fonctionnement. Je vais pas. Aujourd'hui, ça ne me convient plus. Donc, je ne cherche pas forcément à m'adapter à 100% à ça. C'est qu'aujourd'hui, je prends les mesures nécessaires pour justement éviter d'arriver à une situation extrême comme un burn-out. Et c'est pour ça que je m'accroche en fin de compte à cette formation de naturopathie pour justement me dire, allez Camille, accroche-toi, dans autant de temps tu as terminé, tu vas pouvoir aussi démarrer quelque chose qui te fait vibrer. Et demain, voilà, il faudra du temps, etc. pour mettre en place, parce que bon, on ne développe pas une activité comme ça en 2 jours de temps. Mais voilà, donc je pense, et comme tout à chacun, avec l'éducation qu'on a reçue, la façon dont on vit, les moyens qu'on a, les moyens psychologiques qu'on peut avoir, on peut soit être amené à se dire je vais prendre la décision par moi-même, allez c'est bon, j'en ai marre, je prends des décisions et on avance, ou après, selon tout un tas de paramètres, on n'arrive pas à faire face et puis du coup on s'accroche jusqu'au jour où en fait on lâche quoi, et puis c'est plus possible. Mais oui, en effet, je rejoins tout à fait les propos que tu as avancés par rapport à ta maman et voilà quoi, c'est pas simple. Et c'est super que tu puisses aussi avoir cette prise de conscience finalement tôt aussi dans ta carrière, parce que 37 ans, ça reste très jeune maintenant, donc on a encore toute une vie derrière. Et que tu aies cette prise de conscience tôt dans ta carrière et aussi avant de devoir remonter la pente, on va dire. Et donc, en fait, c'est ça aussi la définition de devenir acteur et actrice à la fois de sa santé, sa santé mentale, mais de sa vie tout simplement. La santé est une partie de sa vie. Donc, et là, tu as 3 enfants, si je comprends bien. 3 enfants, 16 ans de carrière dans une même entreprise, et tu décides quand même de prendre certains risques. Donc, c'est chouette. Ça, après, oui, ça n'a pas été forcément évident à faire admettre à mon mari, qui est très cartésien, qui a besoin aussi de beaucoup de sécurité. C'est que dire, oui, mais comment tu vas faire? Parce que t'imagines, si on perd un salaire, comment on va gérer, etc. J'entends, hein. Je ne suis pas toute seule dans la barque. Donc, le choix de me former, ça a été, voilà, c'est OK, tu vas te former, mais comment tu vas faire? Je peux pas me mettre en congé individuel de formation, je peux pas faire financer ma formation dans le sens où la naturopathie est pas encore reconnue et donc du coup, en gros, c'est moi qui finance. Et soit je démissionne, soit je me mets en congé de formation non rémunéré et du coup, voilà. Ou soit, tout simplement, je travaille le soir, quoi, quand les enfants sont couchés. Écoute, si tu te sens d'attaque, vas-y. Ça coûte combien? Ça coûte autant. Bon, ok, allez, on y va. On fait. Tu te fais ce cadeau-là, parce que clairement, c'est un beau cadeau. Tu te fais ce cadeau-là, et puis tu gères, quoi. Donc, on y va. C'est sûr que c'est pas une période simple parce que tu dois jongler entre plusieurs rôles, épouse, maman, banquière, toi, étudiante. Les journées font toujours 24 heures et si tu dors pas, mais bon, tu sais très bien que tu es bien placée pour savoir que dormir c'est important. Je mets mes limites. Je me mets mes limites. Le soir, j'ai une chance inouïe d'avoir des enfants quand on les couche, ils dorment. Et ça, je la mesure cette chance, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et du coup, à 21h, tout le monde est au lit. Moi, je me donne un petit quart d'heure pour dire de souffler. Et puis après, hop, je vais bosser. Et grand max, à 23h30, je suis dans mon lit, quoi. C'est la règle. C'est qu'à 23h30, grand max, je dois être au lit. Ouais, faut trouver son équilibre, c'est sûr.
Ouais. Et, Oui, et, oui. et du coup, côté très pratico-pratique, tu as commencé ta formation il y a combien de temps déjà? J'ai commencé au mois de septembre. Donc, tu vois, D'accord, ça va faire 9 mois, quoi. Ouais. d'accord. Donc, c'est une Donc, formation que là, tu peux j'ai faire à déjà ton validé. rythme. Tout à fait. Alors, il a fallu choisir aussi le centre de formation parce que c'est toujours aussi compliqué. Alors les centres de formation en présentiel, les formations en distanciel. Euh, Tu le sais bien, comme c'est pas reconnu, il n'y a pas forcément de diplôme attitré. Enfin, du coup, il n'y a pas de diplôme d'État. Donc, au final, il peut y avoir tout et n'importe quoi. On peut se retrouver dans des centres de formation pas vraiment sérieux. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de suivi. Et puis, les valeurs qu'ils transmettent sont pas forcément super à 100%. Donc, après, voilà. Donc, il a fallu, enfin, travailler sur toute cette phase en fait d'études de marché pour trouver le bon centre, savoir comment choisir un centre de formation. Donc là, j'ai beaucoup regardé par rapport aux certifications Calliope pour essayer vraiment. C'est une norme en fait qui permet qui reflète le sérieux et puis la qualité de l'enseignement en fait. Et une fois que j'ai trouvé ça, j'ai sélectionné les organismes qui étaient certifiés Calliope. Ensuite, il a fallu aussi trouver la formation qui convienne avec le contenu, parce que j'ai décortiqué tous les contenus de formation, ce qui pouvait me convenir, la façon dont c'était dispensé. Après, j'ai sollicité pas mal d'étudiants aussi en naturopathie. Ce qui est bien avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que du coup, on a des accès plus faciles. Et du coup, j'ai échangé, j'ai envoyé des petits messages. Que pensez-vous de votre formation, de votre centre de formation? Est-ce que vous êtes en phase avec ça? Enfin, voilà. Et puis, c'est comme ça que je me suis retrouvée chez ADNR. Donc ADNR, qui est un centre de formation qui existe depuis une dizaine d'années maintenant et qui permet en fait une formation 100% distancielle ou en alternance distancielle et présentielle. Et on a plusieurs socles en fait de formation. Moi, pour le moment, j'ai fait le choix de la formation très théorique, hors réflexologie, massage, etc. Tout ça, je l'intégrerai dans un second temps, je pense. Mais déjà, au moins, toute la base, voilà, elle est là. Et je regrette pas du tout. Il y a un accompagnement mensuel. Il y a la qualité des cours est vraiment le niveau. Il est assez élevé quand même. Il y a une mise à niveau aussi au départ. Tout ce qui est anatomie, le premier module qui parle d'anatomie est très complet et ça permet vraiment une remise à niveau des connaissances en fin de compte. Et comment justement, tu as commencé un petit peu à en parler, mais comment tu arrives à jongler entre tes différents rôles au sein d'une journée, d'une semaine? Est-ce que t'as eu une petite phase où tu t'es un petit peu cherché? Est-ce que tu as des bonnes astuces à partager en termes, je sais pas, d'organisation ou voilà, des choses que tu as pu apprendre pour essayer de trouver ton rythme en fait avec au cours de cette reconversion, quoi? Ouais, alors bon, déjà j'ai la chance de ne pas travailler le lundi, donc, mais je travaille le samedi matin. Et je ne travaille pas le mercredi, je suis à temps partiel pour m'occuper de mes enfants. Donc le mercredi, c'est rester une journée enfant. Donc c'est pas comme si je me dis je travaille pas le mercredi, je peux travailler. Non, il y a les 3 enfants à la maison, il y a les conduites aux activités, finalement il y a les devoirs, etc. C'est quand même voilà. J'ai commencé par prendre une feuille et j'ai noté tout ce que je devais faire. À savoir la formation, il fallait que je travaille au minimum 7 heures par semaine sur la plateforme de e-learning, plus autant en révision et en lecture, en travail personnel. Après ça, j'ai pas de femme de ménage, donc j'avais mon ménage à prévoir. J'avais le travail scolaire des enfants. Mon fils aîné est en CM2, donc du coup, il fallait pas non plus le lâcher. Entre l'un qui est en CP et l'autre en CM2, il fallait quand même être présente. Plus la numéro 3, à 2 ans, qui demande aussi beaucoup d'attention. Et à côté de ça, je voulais quand même continuer à aller courir, parce que je cours avec les copines 1 à 2 fois par semaine, et donc il faut aller réussir à caser ça quand même. Donc voilà, donc j'ai tout listé, et après j'ai fait un planning en disant, voilà, je pense qu'on peut s'organiser comme ça. J'ai greffé mon mari dans le planning, et on a réussi
à satisfaire comme ça, quoi. Pour l'instant, depuis le mois de septembre, ça roule bien. Ça Ton roule bien. mari t'aide dans ton organisation, reprend un petit peu aussi le flambeau sur certaines tâches, par exemple? Ouais, alors déjà, j'ai la chance de ne pas faire le repassage, c'est lui qui le fait, donc ça, c'est déjà bien. Il s'occupe des garçons le matin, conduite à l'école, c'est lui qui gère, les devoirs le samedi matin. Enfin voilà, j'avoue que il y a que au niveau de la cuisine, c'est mon domaine, donc il me laisse un petit peu gérer ça. Mais franchement, on se complète très très bien et c'est naturel, quoi. Donc on n'a pas à se dire il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Chacun a ses tâches et puis on, on arrive à s'organiser comme ça. Pour l'instant, on s'est pas encore noyé. D'accord. Et du coup, tu travailles le soir, si j'ai bien compris, le soir après le coucher de tes enfants. C'est ça. Et le lundi, souvent pendant la sieste, là, c'est une période où entre 14h et 16h, je travaille et voilà. Et puis le week-end, quand on n'a rien, les week-ends, là, finalement, cette période finalement de confinement, de couvre-feu, etc., elle aide hein, finalement parce que on n'est pas à droite à gauche chez les amis, dans la famille, donc Mm. ça m'a permis de bien avancer aussi. Il faut essayer de tirer profit de certaines situations, effectivement, qui nous sont Exactement. imposées. Mm, mm. C'est Ok. ça. Alors du coup, on est rentré très vite dans le cœur du sujet. On a parlé de naturopathie, de banque, etc. Mais au final, comment es-tu arrivé à te prendre de passion pour la naturopathie? Ça aurait pu être autre chose. Alors pourquoi cette approche? En fait, je pense que je suis née dedans parce que je suis née en 1984 et à l'époque, maman était déjà suivie par un médecin homéopathe. Donc, quand je suis née, j'ai été tout de suite suivie par un médecin homéopathe. Euh, voilà, des consultations à rallonge chez l'homéopathe, j'en ai eu toute mon enfance. Voilà, moi j'ai grandi avec des tubes de granules dans les poches, quoi. Enfin, c'était vraiment, ça paraissait normal dans la salle de bain, dans le placard de la salle de bain, il y avait des hydrolats, il y avait, enfin, maman, elle nous donnait de la propolis. Je me souviens, j'avais 6 ou 7 ans, j'avais des gouttes de propolis l'hiver. Dans les années 90, bon, voilà, ça courait pas non plus les rues, quoi. Hein. Mm. À la maison, donc merci maman pour tout ça, quoi, parce que finalement, c'est elle. Je pense qu'elle aurait pu faire une bonne naturopathe aussi, hein, maman qui est très empathique, qui est très à l'écoute, et puis très portée sur tout ce qui est naturel également. Donc je pense qu'elle aurait pu, elle aurait pu faire une bonne naturo. Et papa, c'est papa qui cuisine. J'ai jamais mangé un plat préparé. Et voilà quoi. Je pense que c'est parti de là. Donc j'ai ça dans le sang peut-être. Après, on a vite pris le pli avec mon mari quand on a acheté notre première maison, c'était en 2007. Quand on a commencé à se dire, bah tiens, maintenant on a une maison avec un jardin, on va faire un potager. Donc on a fait un potager. Il y avait une biocoop à côté, l'une des plus anciennes biocoop de la métropole lilloise, qui était juste à côté de chez nous. Bah, on a commencé à faire nos courses là, on a commencé à faire pousser nos premières graines germées. Donc voilà, c'était 2007-2008, quoi. Enfin, et on nous regardait comme des bêtes curieuses. Hein. Quand les copains ils disaient quoi, c'était en train de faire pousser là. Et puis rapidement, je me suis intéressée aux huiles essentielles, la nutrition, et puis l'environnement avec la gestion des déchets, etc. Le composteur, l'achat vrac, enfin, la gourde. Et voilà. Et en fait, en réfléchissant bien, je dis à mon mari, mais en fait, tout ça, mis bout à bout, c'est de la naturopathie au sens large, quoi. Enfin, sans le savoir. On avait déjà une hygiène de vie. On était déjà, parce qu'aujourd'hui, finalement, les yaourts, c'est mon mari qui les met en route. Les graines germées, c'est lui qui fait tremper les graines. Enfin, voilà. Quand je dis il s'implique aussi et il est dans cet état d'esprit-là aussi. Bon, je ne veux pas dire que je le force, mais par la force des choses, il est dedans aussi, quoi. Et puis il a compris pourquoi aussi, surtout.
Ah Pourquoi oui, tu il a faisais compris ça? le sens. En quoi c'était bon pour lui et pour la famille C'est et ça. pour sa santé? Surtout que lui, il a souffert beaucoup de troubles digestifs pendant longtemps. On lui a soupçonné une maladie de Crohn, alors finalement que c'était pas ça. Enfin voilà, on a mis en place tout un tas de choses pour pouvoir l'accompagner. Et aujourd'hui, enfin, il va bien. Et alors, c'est quelqu'un qui est de nature très stressée, donc c'est tout. Aujourd'hui, il fait un travail sur lui-même pour décompresser. Hein, des fois, je vais pas le voir de l'après-midi. Il dit bah, je vais courir. Donc on pense qu'il va revenir 1 heure après, mais il revient 3 heures après. Et il me dit bah, j'ai fait 30 kilomètres. Je dis mais ça va pas la tête. Et tu lui as parlé de l'acidification du corps avec l'activité sportive. C'est exactement ça. Je lui dis, mais tu fais n'importe quoi. Je dis, t'as quoi dans tes poches? Ces gourdes, elles sont à peine vides parce que du coup, il a à peine bu. Il est parti sans rien manger. Alors oui, forcément, je me fâche parce que je dis, mais c'est n'importe quoi. Je dis, après, tu vas aller pleurer chez le médecin parce qu'en fait, tu perds du poids, tu sais pas pourquoi. Enfin, je dis, mais la balance, elle est pas là, quoi. Je dis, c'est pas possible. Et c'est vrai qu'avec les applications, les montres connectées, etc., on voit le nombre de calories qu'il a perdu. Je dis, bon, il est 17 heures et tu as perdu le nombre de calories que tu es censé manger dans la journée. Donc là, à un moment donné, j'ai envie de te dire, arrête de te plaindre, quoi. Mais soit plus dans L'équilibre. l'équilibre. Là, c'est complètement démesuré. Donc voilà, quoi. C'est sa façon à lui, quelque part, de gérer son stress, je sais pas. Mais c'est un peu dans l'excès quand même. Mais bon, c'est Après, tout. faut se trouver. Et puis, faut trouver aussi pourquoi ce stress, etc. Enfin bon, ce serait tout un sujet. Mais en tout cas, Ouais, ce que je comprends bien, c'est que finalement, même malgré sa réticence vis-à-vis de ta reconversion professionnelle que j'ai pu comprendre tout à l'heure, c'était plus pour un aspect justement financier que pour c'est plus une sécurité. le métier en tant que tel, au final. Parce qu'il a l'air de Non, non, complètement c'est plus, comprendre voilà. l'intérêt. Oui, exactement. C'est plus la sécurité. C'est qu'aujourd'hui, le salaire, il tombe tout seul. Bah, on travaille en banque, il y a un 13e mois, il y a de la participation, de l'intéressement. Oui, bah oui. Mais est-ce qu'à un moment donné, là, aujourd'hui, on arrive à un niveau de notre vie, à un moment donné de notre vie, est-ce qu'on a besoin de toujours d'avoir encore autant d'argent? Mm. Est-ce qu'on a besoin, bon, il y a les études des enfants qui pourraient poser question parce qu'on se dit, ben ouais, les enfants, le fils aîné va rentrer en 6e. Il y aura le bac à un moment donné, et est-ce qu'il faudra financer des études? Mais j'ai envie de dire, on verra bien. Mm. Il y a la C'est déformation professionnelle du banquier qui dit, oui, bah, il faut provisionner, il faut prévoir, épargner, oui. il faut épargner. Et ça, c'est encore quelque chose qui est bien ancré dans nos esprits, même moi encore aujourd'hui. Donc, c'est la crainte quand même qui est là. Quand je dis, je suis pas toute seule dans la barque, c'est pas pour rien, quoi. Bah, c'est un comportement très, très français aussi, un automatisme que l'on crée très, très jeune au final, parce que très jeune, on a une tirelire et on a un petit compte, on épargne. Et ça, c'est typiquement, alors c'est français, c'est très français. Est-ce que c'est que français? Je ne sais pas, mais en tout cas, petite anecdote, et sans partir non plus sur des débats financiers, mais moi j'ai vécu un petit peu en Australie et c'est vrai que on se plaint qu'en France, on a une économie qui n'est pas très vertueuse, mais en fait, c'est parce qu'on ne dépense pas et on On épargne. dépense pas. Alors, effectivement, voilà. Et du coup, on ne fait pas marcher l'économie circulaire, alors Ouais, qu'en c'est ça. Australie, en fait, ça gagne beaucoup, mais ça dépense beaucoup. Et donc, l'économie fonctionne Mhm. très bien et ils sont beaucoup moins sur un esprit de d'épargne, beaucoup plus sur de la dépense. Alors après, chacun ce type de dépense, hein, ça peut être, on peut penser que c'est superficiel ou non, mais en tout cas, voilà, il y a une dépense qui se met en place et ça fait fonctionner l'économie. Et c'est vrai qu'en France, c'est pas le cas. Mais c'est drôle, la réflexion que tu as sur cette notion de peur financière, je pense qu'elle traverse tout le monde à tout âge et à tout moment de vie. Moi aussi, hein, j'en ai eu peur quand j'ai fait ma reconversion. J'en ai encore peur d'ailleurs, hein, parce que finalement, c'est aussi, euh, on doit payer nos factures, on a un toit à payer, tout fonctionne sur ça, donc c'est compliqué de s'en détacher complètement. Par contre, une réflexion que moi je suis en train de mener de plus en plus, et avec mon mari aussi, parce que bah, lui, il est lui-même en train de faire sa reconversion professionnelle, donc on passe de 2 salariés à 1 salarié, puis à 0 salarié, on va être tous les deux très prochainement complètement entrepreneurs tous les deux. Donc forcément, on se pose des questions, et au final, on est en train de se dire que notre but dans la vie, c'est pas d'épargner et c'est pas d'avoir des chiffres sur un compte en banque.
ça va déplaire à nos banquiers, justement, mais c'est pas notre objectif, parce que nous, notre objectif, c'est de vivre notre vie et de gagner la juste quantité dont on a besoin. Et C'est c'est même ça, pas de c'est ça. gagner de gagner plus pour dépenser plus, mais c'est de gagner Ouais, ce dont on a besoin par rapport au rythme de vie que l'on souhaite avoir pour être heureux. Euh, exactement. et donc, ça permet aussi derrière de relativiser cette notion de travailler plus pour gagner plus. Au final, Mm, si j'ai pas besoin, et je pense que c'est un exercice que l'on peut faire, que chacun peut mm. faire à tout moment de sa vie, c'est de prendre un stylo et un papier et de se dire, OK, quelles sont mes dépenses nécessaires et indispensables. Ça vient, voilà, on calcule la somme et ensuite se dire, ok, bah, finalement, j'ai besoin de ça pour vivre, point. Alors peut-être qu'on peut prendre une petite marge, mais j'ai pas besoin de plus. Alors pourquoi s'acharner aussi à la tâche et de se dire, bah, je passe toute ma vie à travailler et à muser à la tâche pour gagner plus, finalement, de l'argent que je n'aurais pas forcément besoin. Donc c'est bien de travailler aussi cette notion de quelle est la juste épargne, le juste portefeuille que je dois avoir pour vivre ma vie comme je le souhaite et comme je l'entends. Et après, du coup, forcément, ça a des conséquences, je pense, plutôt vertueuses sur sa relation au travail, justement. Ouais. Ouais, mais complètement. Et ouais, c'est ça qui est pas forcément évident. Et à l'inverse, quand je vois alors moi, je travaille dans la ville la plus pauvre de France, hein. Donc, je suis, Roubaix, je gère, ouais, je travaille à bah, Roubaix. j'y Je habite gère pour une ville. l'instant. Bon, voilà, donc oui, je suis native de Roubaix, donc voilà, c'est voilà mes racines aussi. Mais autant Roubaix, il y a des gens très très riches, mais il y a des gens aussi très très pauvres. Mais moi, du coup, je gère un portefeuille de 650 clients. En majeure partie, ils sont pas tous en difficulté financière, attention, hein, mais qui ont des problèmes de gestion de compte, des difficultés financières parce que les revenus sont relativement faibles. Et là, des fois, c'est compliqué. Et ces gens-là, finalement, permettent aussi de remettre les choses à leur place. C'est de dire, bah, ces gens-là, finalement, bon, j'aimerais pas forcément avoir leur vie, c'est compliqué, mais est-ce qu'aujourd'hui, je me servirais pas, entre guillemets, de leur expérience pour relativiser sur ma vie à moi, en fait? Parce que, voilà, c'est compliqué. Quand je dis, moi, j'accompagne vraiment les clients, je suis conseillère commerciale, mais je me sens plus conseillère que commerciale. Je leur apporte beaucoup de conseils en gestion. Et souvent, souvent, souvent vient la question, mais comment je vais donner à manger à mes enfants? Parce que quand on refait le bilan, quand on refait le budget mensuel, ce qui m'arrive régulièrement avec eux, et puis en fin de compte, on regarde le compte et puis il reste 30 euros pour finir le mois. Et on est le 10 et il y a 5 enfants. Ben voilà, c'est vrai que moi je bouillonne aussi pour pouvoir leur transmettre des informations, des idées pour pouvoir cuisiner sainement à moindre coût, etc. Mais je peux pas parce que les clients ils savent pas ce que je fais à côté et je peux pas me permettre de me transformer en naturo-banquier, c'est pas possible. Donc du coup, Naturo-banquier, c'est sympa comme appellation, ça. je peux pas faire ça. Donc, et sans vraiment apporter de jugement, c'est vrai que ces personnes-là se disent pas, ben, c'est vrai que manger, c'est quand même plus important que de payer l'abonnement Netflix ou les jeux de PS, quoi. Et c'est vrai que souvent, je reçois des mails, je dis oui, merci madame, mais merci de ne pas rejeter mon abonnement portable ou mon abonnement, je ne sais pas quoi. Parce que ça va passer. Mais en fait, ils priorisent des choses. Bon, alors c'est pour ça, c'est toujours compliqué. Il faut toujours rester bienveillant. Et moi, j'essaye un peu à la fois de les amener dans une réflexion sur leurs dépenses en disant bah, c'est quoi la priorité? C'est de payer Netflix ou c'est de remplir votre frigo, donner à manger à vos enfants et voilà. Et on est encore dans une société où je reviens sur les réels besoins, c'est de la consommation à outrance. Et donc, du coup, c'est de dire, bah, il faut avoir ceci, il faut avoir cela, il faut avoir machin. Ouais, mais est-ce que ça t'apporte vraiment quelque chose? Est-ce que tu as satisfaction à avoir tel ou tel objet? Pas forcément. Et
Et voilà, et c'est ce que du coup, suite à ces réflexions-là sur notre façon de changer les choses, enfin, à titre personnel, en disant, bah voilà, je vais changer de métier, peut-être que je gagnerai moins, mais est-ce que ce sera plus compliqué pour autant. Mes petits clients qui ont des grosses difficultés financières et qui dépensent à outrance sur des choses qui ne sont pas forcément utiles, voilà, c'est pouvoir amener des réflexions personnelles sur quelles sont les priorités, quels sont vos objectifs, vos projets et finalement leur mode de vie. Hein. On se dit toujours, par moment, il y a un manque d'information. Les gens pensent en disant bah tiens, je vais aller acheter ça, ce sera bon pour ma santé. Forcément, c'est pas forcément bon. Voilà, donc l'analyse que j'en fais moi aujourd'hui, c'est de dire ben, communiquer au maximum, mais aller à leur rencontre pour pouvoir la rendre accessible. Je pense que c'est important ce que tu disais sur cette notion de budget, et ça permet aussi derrière de faciliter la main et le passage à la reconversion professionnelle. On relativise, comme tu disais, et on se met moins la pression aussi sur le résultat financier. C'est ça. Donc, ouais, c'est important. Je pense que c'est un bon travail à faire personnel, et aussi après avec son foyer. Effectivement, quand on est en couple, on n'est pas seul, et c'est toute une vie aussi qu'on remet en question, et qu'on remet pas en cause, mais en question. Donc, c'est important de le faire à deux, voire même avec les enfants derrière, s'ils sont assez grands aussi, pour leur faire comprendre que je pense que ce sont des bonnes choses aussi à inculquer à ces enfants, cette notion de juste dépense, de surconsommation, etc. Oui, et justement, tu l'as dit, alors quand tu m'avais contacté sur Instagram pour intervenir sur le podcast, tu m'avais dit, donc je te cite, je travaille aujourd'hui sur un secteur où ma clientèle est plutôt en difficulté financière. J'essaie chaque jour de leur partager des astuces pour mieux gérer son budget tout en mangeant le mieux possible. Tu as commencé un petit peu à en parler, mais du coup, comment tu t'y prends concrètement? Quel type de conseils tu te sens capable, on va dire, de donner, non pas parce que tu n'as pas les connaissances, mais aussi de par ton statut un peu particulier, où tu ne communiques pas forcément le fait que tu sois naturo-banquière. Donc voilà, comment tu t'y prends justement? Quel type d'astuces et de conseils tu partages, et qui pourraient peut-être intéresser certaines personnes qui nous écoutent? Ben, en fait, tout simplement, donc, comme tu le disais, je peux pas dire, bon, écoutez, dans ma vie, en dehors du boulot, je suis étudiante en naturopathie. Déjà, la plupart du temps, ils savent pas ce que c'est. Hein. Voilà, je rentre pas dans le détail, mais quand on me dit, bah ouais, mais j'ai 30 euros pour faire ma semaine, on est 5, comment on fait? Bon, bah alors déjà, on va commencer peut-être par enlever tout ce qui coûte le plus cher dans un plein de courses. On va parler de la viande et du poisson. Il n'y a pas d'obligation de manger de la viande et du poisson tous les jours. Parce qu'attention, il y a des gens aujourd'hui qui veulent bien faire en se disant, bah si, hein, il faut qu'ils aient de la viande et du poisson tous les jours dans leur assiette, en parlant des enfants. Oui et non. Après, si on part sur une substitution à la viande par les légumineuses et les céréales, vous donnez de la viande à vos enfants 2 fois par semaine et du poisson en partant sur des sardines ou des maquereaux, à la place des poissons panés et des nuggets, parce que finalement, les poissons panés et les nuggets, ils vont aller facilement acheter ça, et alors que ça coûte une fortune au final. Donc, autant peut-être acheter chez le boucher un steak haché en format enfant, pas forcément acheter le gros steak haché de 150 grammes pour un enfant de 5 ans, ça sert à rien. Ou bien acheter un steak pour les 2 petits. Et puis, voilà, il y a toujours moyen de trouver. Après, prendre des yaourts nature à la place, et puis à la place des crèmes dessert, ou un gros pot de fromage blanc, et puis vous mettez une cuillère de confiture dedans. Après, il n'y a pas forcément... souvent, on me dit oui, mais parce que manger bio ou manger sainement, ça coûte cher. Je pense qu'encore une fois, c'est un manque d'information. Parce que oui, ça peut coûter cher, ça je l'avoue, hein, ça peut coûter cher, mais ça peut aussi on peut encore trouver des astuces, d'autant plus que sur Roubaix, il y a beaucoup d'associations solidaires
qui ont mis en place des systèmes d'épicerie solidaire. Alors, je ne sais pas si tu as connaissance de certaines de ces épiceries, mais moi, sur mon bureau, j'ai un post-it avec 2-3 noms d'épiceries solidaires. Et quand je vois que les personnes sont en grande difficulté, ben, je transmets l'info en disant, bah, allez là. Alors, ce n'est pas les restos du cœur, ce n'est pas où ils ne vont pas repartir avec un panier avec la moitié des choses qu'ils vont devoir jeter parce que ça leur convient pas. Et c'est pas aussi dans la démarche de recevoir gratuitement. C'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui disent bah non mais moi je veux payer. Enfin voilà, c'est ça aussi. Il faut savoir prendre en compte ça. C'est pas ils viennent pas chercher l'aumône. Donc c'est leur dire ben allez à telle épicerie solidaire, vous paierez. Ce sera un coût beaucoup moins important. Et puis, vous aurez des produits frais, etc. Ça peut être intéressant. Donc, souvent, j'ai des clients qui reviennent avec des avis assez positifs sur ce genre de choses et du coup, c'est plutôt sympa. Et l'avantage de la ville de Roubaix, c'est qu'elle met en place aussi tout un tas d'aides et d'actions pour ce genre de choses. C'est une ville qui bouge beaucoup au niveau associatif et l'accompagnement est vraiment au top pour ça. Et franchement, il faut le souligner, quoi. Il y a beaucoup de bénévoles qui bossent là-dedans et franchement, c'est top. Donc voilà, c'est vraiment, sans rentrer toujours dans le détail, c'est l'accompagnement en disant, bah, essayez de remplacer la viande par des légumineuses. Alors, ils me regardent, des légumineuses, c'est quoi? Je dis, bah, vous mettez les pois chiches, les haricots. Ah bah oui, tout de suite, ça parle. Après, les boîtes de conserve de poisson, ça coûte pas très cher et puis ça remplace bien, ça fait le job, quoi. Selon la personne à qui on a affaire, on va dire, il faut aussi adapter son discours de ce qu'est l'alimentation mais saine. Complètement. Parce que alimentation saine, ça coûte cher, manger bio, ça coûte cher. Comme tu disais, ça dépend en fait. C'est-à-dire que manger sain, c'est pas forcément manger bio. D'ailleurs, j'ai fait un article sur ça sur mon site qui est est-ce que manger sain et manger bio, c'est la même chose? Non, parce qu'on peut très bien manger sain, équilibrer, varier des produits locaux et de saison, et c'est pas forcément bio. Et manger bio, ça dépend aussi d'où ça vient. Manger bio du supermarché, oui, ça peut coûter cher parce qu'en plus, c'est suremballé, que les industries, les grosses industries, les gros hypermarchés en profitent du marketing du bio, vont mettre des marges assez incroyables. Donc, manger bio au supermarché, oui, ça coûte cher. Manger bio ou alors manger d'agriculture raisonnée, essayer de trouver des agriculteurs près de chez soi qui ont une agriculture qui est dite raisonnée, pas forcément d'ailleurs de label bio parce que pour le coup ça coûte cher aussi pour un agriculteur. Payer, quoi, donc ça coûte exactement cher. Alors qu'un agriculteur qui se dit d'agriculture raisonnée, qui va peut-être de temps en temps, en cas de gros besoins, mettre un peu de pesticides pour sauver sa culture, mais de manière générale, va avoir une agriculture complètement neutre et naturelle, et en plus d'être directement auprès du producteur, eh bien ça coûte beaucoup moins cher parce qu'il n'y a pas l'intermédiaire de l'hypermarché. Et pour les personnes qui se disent oui, mais moi je suis en ville et j'ai pas de producteur, maintenant il y a aussi pas mal de par exemple, la ruche qui dit oui, ça, il y en a dans quasiment, enfin, je dirais pas toutes les villes, mais grosse partie dans beaucoup de villes, et donc qui permettent de centraliser tous les producteurs locaux de sa région. Donc, on peut manger des fruits et des légumes d'agriculture raisonnée, voire bio, qui ne coûtent pas cher, et en tout cas pas plus cher que le steak ou le poisson qu'on mange matin, midi et soir, 7 jours sur 7. Ça, c'est sûr. Ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est souvent ce qu'on me fait remonter. C'est bah ouais, mais la viande, ça coûte cher. Mais oui, mais les enfants sont pas, ou même vous n'êtes pas censé manger de la viande tous les jours. Et à tous les repas, c'est pas nécessaire. Donc bon, voilà, on essaye petit à petit. Après, moi, ce que j'aimerais pouvoir faire de mon métier de naturopathe, c'est en gros, c'est prôner une naturopathie dite accessible, tant par des conseils, on va dire, pour manger sainement, on va dire, à moindre coût ou à la juste valeur, hein. C'est ça aussi, parce que les agriculteurs, si on prend un agriculteur du bout de sa rue, on va pas lui faire vendre son kilo de pommes de terre en dessous de son prix de production. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Il faut que tout le monde s'y retrouve, on va dire, dans la chaîne. Mais quelque part, c'est pouvoir partager un maximum d'informations par le biais d'ateliers, par le biais de conférences, intervenir aussi dans des centres sociaux.
dans des écoles pour des associations de parents d'élèves. Enfin voilà. Et je me dis que intervenir de cette façon-là, mais sous forme d'atelier, peut-être pas de conférence, parce qu'une conférence dans un centre social, ça peut peut-être faire peur le terme, mais dire bah voilà, moi j'interviens aujourd'hui pour sous forme d'atelier et je vous propose de parler de comment remplacer la viande dans vos assiettes ou comment faire vos courses de façon plus judicieuse, etc. Comment analyser une étiquette, des choses vraiment qui peuvent apporter un plus. Après, si les personnes en fait ressentent un intérêt d'aller plus loin, derrière, pourquoi pas prendre rendez-vous et pour développer personnellement la chose, quoi. Donc voilà. Après, quand on parle de naturopathie accessible, c'est pas que le rendre accessible d'un point de vue financier. C'est-à-dire pas forcément faire un tarif aux demandeurs d'emploi, aux étudiants retraités ou d'intervenir dans des ateliers. C'est aussi de partager un maximum de connaissances et d'informations, comme tu le fais via tes podcasts, etc. Je trouve que ça, c'est de la naturopathie accessible, parce que c'est du contenu qui est intéressant, du contenu qui est gratuit, mais il faut aller à la recherche d'eux. C'est qu'en fait, si la personne ne va pas chercher des informations sur la naturopathie, sur la cuisine, sur la santé, si elle ne va pas d'elle-même sur un moteur de recherche et chercher les éléments, voilà. Par contre, c'est aller vers la personne avec des infos en disant moi, j'organise telle chose, est-ce que ça vous intéresse? Voilà. Ça, je pense qu'en allant vers les gens de cette façon-là, par le biais de structures comme un centre social, par exemple, je pense que ça peut aussi avoir un intérêt. Tout à fait, effectivement, la création, comme tu dis, de contenu gratuit permet aussi, en tout cas à certaines personnes, de déjà prendre un minimum d'informations, commencer à construire la base de leur hygiène de vie, et puis au fur et à mesure où elles mûrissent aussi leurs réflexions, leurs avancées, et qu'elles peuvent aussi passer un peu à un stade plus avancé, et là peut-être aussi investir un petit peu plus. Mais tu as tout à fait raison. Moi, je vois aussi le terme accessible par l'accessibilité des conseils que l'on procure aussi. C'est-à-dire que tout à l'heure, on disait manger sain, ça coûte cher, pas forcément. Et manger sain, c'est pas forcément justement faire des graines germées à longueur de temps. C'est quoi des graines germées? Il y a aussi l'accessibilité des conseils que l'on peut appliquer dans son quotidien et s'adapter à la personne que l'on a en face en fonction de sa propre avancée et de sa propre connaissance des choses et de sa volonté aussi à aller sur certains sujets ou non, parce que ça peut aussi complètement démotiver une personne. Justement, il y a beaucoup de stéréotypes autour de naturopathie, c'est un peu des charlatans qui manipulent les plantes. Alors quelles plantes? En même temps on me dit que c'est dangereux les huiles essentielles, et puis après oui, il faut faire des pousses germées, moi je sais pas ce que c'est, quelles pousses, il faut acheter des choses, enfin, ça peut devenir très, très compliqué. Ah oui, mais il faut faire des jus, mais l'extracteur, ça coûte cher. Oui, mais voilà, on peut. Alors, c'est des choses que l'on fait qui sont très bonnes pour la santé, mais on peut très bien être en bonne santé et faire des choses en faveur de sa pleine santé sans forcément passer par tout ça. Et effectivement, on peut très bien aussi manger sain sans forcément manger des pousses germées à longueur de temps, des Buddha Balls que l'on achète très cher et qui sont là. Voilà. Donc voilà, finalement, c'est aussi revenir à la simplicité de la consommation, tout simplement. C'est ça, exactement. Et sans se prendre la tête, et puis tout à fait naturellement. Alors, j'avais une question, tu as commencé déjà un petit peu à y répondre, mais j'aimerais qu'on aborde une autre facette de cette question-là. Je voulais te demander comment tu souhaitais justement, quand tu auras fini ta formation, comment tu voyais ta vie. Alors déjà, oui, avant de passer à cette question-là, est-ce que une fois ta formation terminée, tu te vois te lancer pleinement sur la naturopathie? Tu souhaites garder un temps partiel, par exemple, dans l'univers bancaire? Comment tu vois cette transition justement entre ces deux vies? Je pense qu'au départ, ça va être ça va être une partie encore la partie sécuritaire.
banquier naturopathe et puis réduire petit à petit selon voilà après je me dis qu'il faut savoir investir du temps pour pouvoir être amené à développer plus donc c'est pas de dire voilà je suis à 80%, donc il y a 20% de nature au départ et puis 80 de banque ensuite, après vite passer à mi-temps pour voir un petit peu moitié-moitié et puis voilà lâcher du lest au fur et à mesure. Donc, on verra déjà comment ça prend. J'arrive pas à dire est-ce que dans 1 an, dans 2 ans, je vais complètement lâcher la banque et je saurai vivre normalement. Je n'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à me dire, bien que voilà, c'est pas la motivation qui manque, c'est juste la réalité des faits, quoi. C'est pas évident de réussir à vivre de ça du jour au lendemain, quoi. Et en Comme même toute temps, création d'entreprise. Exactement, et c'est pas forcément très grave de ne pas avoir une projection à 10 ans de sa vision de la vie. Ah non, c'est Bien pas qu'en possible. entreprise, on me le demande souvent, mais moi je me rappelle, on me demandait beaucoup, c'est quoi ta vision à 10 ans de ta carrière professionnelle? Et je savais jamais répondre parce que moi j'ai envie juste de voir ce qui se passe un peu au fil du temps, quoi. Donc, et en plus, pour le coup, moi sur ma reconversion, au départ, quand je me suis lancée mais quand j'ai repris mes études en naturopathie, je voyais faire ça pour, mes connaissances personnelles, 2, pour l'approche de la retraite. Bon, au final, j'ai 31 ans, je suis mes 32 ans. Moi, retraite, elle n'est pas encore là. et j'y compte pas d'ailleurs, parce que je me suis toujours dit, moi, je ne veux pas vivre pour la retraite, justement. Et si je suis heureuse dans ma vie, tant personnelle que professionnelle, je ne veux pas être en retraite, en fait, tout simplement. Je n'ai pas besoin d'être en retraite, d'être à la retraite, pardon. Donc voilà, donc en fait, finalement, on a beau se projeter, je m'étais dit, on sera pour la retraite. Finalement, je me suis lancée très rapidement. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais faire tranquillement quand même les 2 en même temps, puis un temps partiel. C'est ce que j'ai fait, mais en espace d'1 an et demi. Donc, je suis passée du temps plein à temps partiel à temps total dédié à la naturopathie en 1 an et demi. Donc, au final, ça s'est accéléré. Pas parce que j'avais prévu, c'est juste que c'est fait comme ça, en fait. Par mes envies, etc. Et donc, je pense que c'est bien voilà, d'avoir peut-être un peu une mini-vision, mais se laisser aussi le temps de mûrir les choses en fonction d'eux, quoi. Ah oui, c'est ça. Ouais, voilà. On va voir les choses comme elles... on va les prendre comme elles arrivent, on va dire. Exactement. Je pense que c'est une bonne vision. Du coup, tu parlais tout à l'heure, on parlait de rendre accessible la naturopathie, notamment sur le côté financier. Toi, tu parlais pas mal d'ateliers, de choses aussi dans des associations, etc., plutôt gratuites. En même temps, derrière, tu as aussi besoin d'en vivre. Donc, comment tu vois justement ce juste équilibre entre te rendre accessible gratuitement et puis aussi toi pouvoir en vivre? Parce que souvent, c'est un peu compliqué à gérer. Moi, je me trouve complètement là-dedans de vouloir donner beaucoup, mais à côté de ça, on se retrouve aussi un peu dans une position de commercial, faut se l'avouer, parce que on commercialise ses propres produits, ses propres services, respectant ses propres valeurs. Donc, c'est un peu différent que d'appartenir à un système extérieur, on va dire. Mais ça reste une position quand même de commercial. Et puis, il faut derrière, de toute façon, pouvoir aussi payer ses propres factures. Donc, comment, toi, en plus étant dans le domaine bancaire, comment à l'instant T en tout cas, comment tu te positionnes par rapport à ça? Après, je pense que je me suis déjà fait une petite idée de... Alors, je ne cherche pas forcément à augmenter mes revenus. Je ne cherche pas à doubler mon salaire. Je ne cherche pas... Enfin, voilà. Aujourd'hui, je me suis dit combien j'ai besoin. On en a discuté de combien j'aurais besoin pour pouvoir continuer à vivre comme on vit aujourd'hui, pour pas que ça ait un impact sur les enfants, sur ce qu'ils font au quotidien. Voilà, j'ai besoin de autant. Faut considérer X euros une consultation. En gros, si j'ai autant de consultations par mois, je devrais m'en sortir. OK. Après, à partir de là, c'est en plus
toute la partie atelier, conférence, etc., je la vois en plus des consultations. Après, la consultation, la personne qui, bien entendu, alors en naturopathie, c'est compliqué, c'est de déterminer un tarif sur ce qu'on vaut. Et de se dire, bah ouais, mais souvent les gens ils vont te dire, ah ouais, 60 € une consultation, c'est cher. Ben non, c'est parce que ça dure 1 heure et demie, c'est pas si cher que ça. Surtout que de plus en plus de mutuelles aujourd'hui prennent en charge, donc oui, pourquoi pas. Mais la naturopathie accessible, ça passe par aussi un tarif adapté selon le type de personne qu'on a en face de soi. Si on a une personne qui est étudiante, c'est sûr que l'étudiante, si je ne vais pas lui demander 60 €, c'est horrible, quoi. Si elle a 300 € de bourse, la pauvre, si elle veut se prendre en main, enfin voilà. Après, c'est pareil, le retraité... Après, je ne peux pas me permettre, je ne suis pas aujourd'hui en situation de dire bah, présentez-moi votre feuille d'impôt avant de déterminer un tarif, ce n'est pas possible. Mais voilà, déjà essayer d'avoir cette approche-là en disant bah, moi, j'ouvre ma porte à un tarif beaucoup moins élevé qu'à la normale selon la situation des gens. C'est vrai que quand on voit certains tarifs de consultation de naturopathie, ça peut donner des boutons quand même. Donc, sans remettre en question les compétences des naturopathes, hein, là, des fois, je me dis, ben, en fait, où sont les valeurs? Quand on voit des consultations à 150 € la consultation, ben voilà, est-ce que moi, à titre personnel, je mettrais 150 € dans une consultation de naturopathe? Voilà. C'est un petit peu... Bien sûr, on ne peut pas se permettre de faire 25 consultations par semaine, ce n'est pas possible. Parce que le temps que ça prend, plus les bilans derrière, l'accompagnement, c'est impossible, il faut être raisonnable. Moi, c'est sûr que c'est un gros chantier, le tarif, ça a été un gros chantier, ça l'est toujours, hein. Pour être complètement honnête, moi j'ai eu beaucoup de mal, je pense, à positionner mon tarif. Je ne suis pas dans les tarifs les plus accessibles, mais je ne suis pas dans les tarifs, je ne suis pas du tout à 150 €, loin de là. Par contre, j'ai fait évoluer mon tarif aussi en fonction de mon expérience et de mes de mes différents tests, on va dire, parce que de plus en plus, je me rends compte du travail que ça représente. Ouais, effectivement, on ne peut pas s'aligner sur des consultations de médecins en termes de tarifs, parce que déjà, un médecin, ça dure 20 minutes, une consultation. Donc, en fait, c'est une minute, 1 € la minute. Voilà. Donc, forcément, ça paraît pas cher, sauf que par rapport à la naturopathie, sauf qu'en naturopathie, on est entre 1 heure à 2 heures devant le client. Donc finalement, si on prend le tarif du médecin, on serait à plus de 100 € de l'heure, enfin plus de 100 € la consultation. Au final, si on fait vraiment du travail, du calcul bête et méchant de proportionnalité. Après, derrière ça, ça demande aussi du temps. Après, ça dépend des personnes, mais moi, je sais que je passe du temps en amont d'une consultation parce que je demande je creuse un peu le cas de la personne parce que j'échange avec elle, et puis du travail en aval. Il y a tout le compte rendu, etc., qui demande du temps. Et c'est clair que derrière, si on souhaite non pas aussi passer d'un 35 heures salarié à 50 heures entrepreneur, parce que si on fait ça, c'est aussi pour avoir une vie. Derrière, forcément, le coût horaire, il en prend aussi forcément un coût aussi. Et donc, c'est tout cet équilibre-là entre la vie que l'on souhaite, l'accessibilité qu'on souhaite aussi apporter, etc., et le temps qu'on y passe concrètement, qui doit être pris en compte. Et c'est pas toujours simple, effectivement, de trouver ce défaut. En fait, en faisant des calculs bêtes et méchants, on arrive sur des tarifs assez onéreux, juste parce que ça nous paye tout simplement, on va dire. Mais après, on n'est pas non plus à l'aise à faire payer ça. Surtout sur des domaines comme ça qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, et encore plus quand on a des valeurs d'accessibilité où on souhaite rendre la santé naturelle accessible au plus grand nombre, y compris aux personnes qui n'en ont pas forcément les moyens. Donc, c'est tout un sujet, ça, et je pense qu'il faut aussi se laisser le temps de mûrir ses tarifs, et puis, enfin bref, c'est pas facile non plus, effectivement, comme question. Non, c'est pas simple. C'est pour ça aussi savoir dire bon alors ok je fais un tarif qui est peut-être pas forcément accessible, mais à côté de ça travailler en parallèle, aller vers les gens en parallèle
de façon gratuite ou très peu chère. Si par exemple l'accès à un atelier, c'est, je sais pas moi, 10 euros, ben, c'est peut-être plus facile et la personne, elle est contente aussi. Peut-être que ça lui conviendra. Et si en effet, elle veut aller plus loin, bon, bah voilà. Mais c'est pouvoir ne pas être fermé et puis justement pouvoir cibler tout un tas de personnes. Et puis, parce que l'accessibilité, c'est pas uniquement l'aspect tarifaire, mais c'est aussi l'aspect connaissance, quoi. Pour moi, c'est pas uniquement le terme accessible, c'est pas uniquement accéder à une personne qui a un manque de revenus, mais tout simplement, c'est rendre accessible à tous ceux qui ne pensent pas que ce soit à leur portée, en fait. C'est venir aller leur donner l'information et leur donner envie d'être curieux, en fait, sur le sujet. C'est inciter les gens à être curieux, d'apprendre, de tester de nouvelles choses. C'est surtout ça. Ouais, tout simple. C'est exactement ça. C'est par exemple leur dire que effectivement, manger de la viande à chaque repas, c'est pas forcément bon pour leur santé et ils le font pas par mal, c'est juste qu'ils le font parce qu'ils ne le savent pas, tout simplement. Non. C'est ça aussi, Non, et effectivement. puis, si on remet les choses dans le contexte d'il y a 50 ou 60 ans, c'était. Moi, je suis issue mes grands-parents était ouvrier et je sais que ma grand-mère, elle se saignait, entre guillemets, pour acheter un morceau de viande pour ses enfants. Et ma mère, qui n'aimait pas la viande, ben, elle était là, elle devait manger son morceau de viande parce que ma grand-mère, c'était un signe de richesse aussi, mais du coup, elle s'était saignée pour ça. Et donc, du coup, quand il y a eu les familles qui ont eu un peu plus de moyens, etc., c'était, allez, il faut manger de la viande. Hein. Et puis, c'était la viande et qu'est-ce qu'on mange autour? C'était le plat principal, c'est la viande, et puis qu'est-ce qu'on ajoute autour? Alors qu'aujourd'hui, on devrait penser l'inverse. Ouais, exactement. Ok, eh bien écoute, c'était une très belle conversation autour du budget et de l'accessibilité à la santé naturelle. Moi, j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu plus toi, ta personne, à savoir notamment, j'aime bien une petite question comme ça, sur la notion de bien-être. Toi, quelle est la place de ton bien-être justement dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais au service de ton bien-être pour te sentir bien et depuis quand? Voilà, quels sont tes petits rituels ou tes petites actions? Moi, j'aime beaucoup. Alors, je suis sportive hein, déjà depuis toujours. Il y a eu des périodes où j'ai fait beaucoup moins de sport qu'en étant jeune. Donc, déjà, le fait d'aller courir 1 heure par semaine quand on arrive à le caser avec les copines, c'est déjà super. En fait, ça fait partie. On est comme on est souvent allé 3 ou 4 à aller courir et en fait on est comme des adolescentes qui qui ont l'autorisation de sortir 1 heure avec les copines et en fait on est trop contente parce que du coup on va courir 1 heure et on discute, on échange sur plein de choses et on n'a pas les enfants qui nous coupent. Enfin vraiment c'est l'heure dans la semaine qui fait du bien. Après, j'apprécie beaucoup aussi les temps de pause quand j'ai la chance d'avoir des enfants bon, qui se couchent et qui dorment tout de suite. Donc ça aussi, c'est des moments où dire, bon, ça y est, ils sont posés. Avant que je me mette à travailler, ben, je prends du temps pour moi, je souffle, je bouquine un truc ou bien des fois, il y a des soirs où j'ai pas envie de travailler parce voilà, il y a des soirs où on n'a pas envie. Et donc, du coup, voilà, c'est aussi prendre le temps, boire un verre de vin avec mon mari, être vraiment un temps plus calme pour nous deux, quoi. Donc, c'est vraiment ces moments-là que j'apprécie aussi. Et si tu avais 3 conseils à donner à nos auditrices en lien avec ta propre expérience de vie, que ce soit ta reconversion ou pas forcément d'ailleurs, tu leur dirais quoi? Savoir. Alors, il y a plusieurs choses. C'est écrire.
écrire, moi, ça m'a personnellement aidé dans la façon de convaincre mon mari, parce que je sais que j'avais beau lui parler, je m'énervais vite, lui, il se fermait comme une huître, et donc du coup, je lui disais, bah écoute, je vais t'écrire. Et je crois que je lui ai écrit un A4 recto verso pour lui expliquer pourquoi je voulais faire ça, comment, etc. Et je trouve que écrire, ça permet de poser les mots sur les mots, mais aussi les problématiques, ouvrir à une réflexion aussi. Et donc, du coup, ça permet de dire, derrière, une fois qu'on écrit, c'est peut-être plus facile de faire comprendre les choses aux gens parce qu'on pose, on réfléchit, on ne dit pas les choses comme ça sans penser, etc. Et puis, derrière, ça permet d'ouvrir une discussion. Souvent, c'est ah ben, je ne pensais pas que tu pensais ça, ou je ne pensais pas que ça te faisait autant de mal, etc. Donc, écrire, je crois que c'est important. Après, la deuxième chose, c'est écouter son cœur, son instinct. Je trouve que c'est quand on entend autour de nous des gens qui se plaignent en disant « Oh, mon travail, ceci. Oh, ma vie, cela. Oh, voilà. » Bah oui, c'est bien de se plaindre, mais essayez de faire en sorte de ne plus vous plaindre et puis de trouver des choses pour que vous alliez mieux, quoi. Parce que si vous vous plaignez tout le temps, c'est que ça va pas et que c'est pas aux autres, c'est pas toujours aux autres à trouver la solution pour vous, en fait. Et écoutez-vous et faites-vous confiance surtout. C'est qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Et moi, ça a été révélateur. Quand j'étais en mode pilote automatique, à un moment donné, on me dit, bon, ben, qu'est-ce que tu veux faire, Camille? Alors, tout le monde n'est pas en capacité de faire ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider. Au niveau professionnel, il y a toujours moyen de faire des bilans de compétences, etc. Ce genre d'exercice-là, c'est fascinant aussi, hein. Ça permet de remettre les choses au cœur et puis de se dire, ah oui, en fait, il faudrait faire ça. Et la curiosité, en fait. Apprendre, toucher à tout, essayer de découvrir. Voilà, c'est écrire, écouter et la curiosité. Pour moi, c'est vraiment les trois conseils qui me viennent et qui me permettent de dire que je ne vais pas regretter mon projet. Chouette. Merci beaucoup Camille. Et du coup, j'ai trois petites dernières questions pour toi, si tu as encore le temps avant que c'est ta fille, c'est ça qui dort. C'est ça. Elle dort encore. Elle dort encore. Comment définirais-tu la Camille il y a 5 ans avec celle du présent? Il y a 5 ans, c'était compliqué parce que j'étais dans une autre agence où c'était un peu difficile. On venait d'acheter notre deuxième maison et j'avais que 2 enfants à l'époque. Et du coup, il y a 5 ans, j'ai été mutée sur Roubaix et ça a permis, entre guillemets, de me sauver aussi parce que l'ambiance dans ma précédente agence était très compliquée. Donc, du coup, j'ai eu un regain d'énergie en arrivant sur Roubaix. Et puis, en arrivant à la campagne, on a quitté la ville, une grande ville de la métropole pour arriver dans un petit village à la campagne. Ben, en fait, on a retrouvé une vie saine. On a retrouvé, même si on avait déjà, par notre alimentation, une bonne hygiène de vie. Là, on a retrouvé une vie super avec un réseau d'amis. On s'est créé des nouveaux amis. On s'est investi dans l'école du village. On est investi dans une association sportive du village. Donc, je pense que ouais, on a créé une vie sociale. On s'est créé notre petit cocon. Et franchement, voilà. Et puis, du coup, on a dit, on va faire 3 enfants. Et c'est comme ça que la numéro 3, voilà, on avait 2 garçons. On s'est dit, peut-être qu'on peut tenter la fille. Et puis, on a joué, on a gagné. Et voilà. Donc là, il y a aujourd'hui Joséphine qui a 2 ans et qui nous remplit de bonheur, quoi. Donc, voilà. La Camille d'aujourd'hui est beaucoup plus épanouie et beaucoup plus joyeuse, peut-être. Une fleur qui a éclos. Ouais.
Est-ce que tu as des lectures, des ressources, que ce soit vidéo, podcast, je ne sais pas, lecture, coup de cœur que tu aimerais partager et conseiller? Alors, au niveau de mes lectures, c'est beaucoup branché naturo quand même depuis ces derniers temps. Euh, y a, j'ai pas beaucoup de titres en tête. J'ai beaucoup lu de bouquins sur la. Alors, attends. Les, des secrets en fait de naturopathie parce qu'en fait il y a des bouquins qui ont été faits par des naturopathes qui sont super bien fichus. Ça permet aussi encore une fois de le rendre accessible et de dire bah tiens, même si on se destine pas à devenir naturopathe, mais pourquoi pas avoir un bouquin comme ça pour comprendre un petit peu le fonctionnement. Donc j'ai les secrets de naturopathie c'est Stéphane Tétard et Vanessa Lopez. Je pense que celui-là, il est vraiment bien fait et il est intéressant. Et ensuite, il y en a un autre qui m'a beaucoup plu et régulièrement, je vais mettre mon nez dedans. Ça s'appelle Le cycle féminin de Caroline Savoldelli. Et en fait, Caroline est une naturopathe et prof de yoga aussi, il me semble, qui a fait un bouquin axé cycle féminin. Et franchement, il est fascinant, son bouquin. Il explique tellement de choses qui permet vraiment de comprendre. C'est vrai quand on dit on s'écoute pas, c'est que même nous, femmes, des fois, on ne comprend pas les réactions naturelles de notre corps. Et encore plus quand on prend une contraception à base d'hormones. Et du coup, je trouve qu'il permet de remettre les choses un petit peu en place. Et c'est normal, à un moment donné dans notre cycle, d'avoir des douleurs. Et c'est normal de ne pas être en forme à un moment donné, etc. Et voilà, c'est savoir, nous, en tant que femmes, c'est pouvoir s'écouter encore une fois. Et voilà, je trouve que c'est important. C'est vrai qu'on parle beaucoup de reconnexion à soi, d'écoute de soi, d'estime de soi, d'écoute de soi, d'amour de soi. Mais en fait, on le fait très peu et je trouve qu'on s'en rend encore plus compte. Et on a cette chance, nous, femmes, d'avoir cette nature cyclique. On a cette chance et en même temps, on n'en prend pas conscience en fait. Et on voit plutôt ça comme un fardeau que comme une chance, vraiment. Parce qu'elle nous permet justement de vivre vraiment de manière très cyclique et non linéaire. Quand on commence à s'intéresser à cette nature cyclique féminine, comme d'ailleurs comme le cycle de la nature, de la lune, etc., on se rend compte que déjà on n'est pas la seule, parce que la nature, la lune fonctionne aussi comme ça. Et on comprend beaucoup mieux nos réactions, nos états d'âme, nos humeurs, nos douleurs, notre corps aussi. Un coup, il est ballonné, un coup, il est peut-être en rétention d'eau, un coup, il est au contraire plus sec et tout ça. Et on pense, voilà, on passe à côté de tous ces signaux-là. Et quand on commence à les observer, je trouve qu'on apprend vraiment à s'aimer, en fait. Exactement. Ok, super. Écoute, merci. Je mettrai ces références en barre de description de l'épisode et dans l'article lié à notre enregistrement de podcast. Moi, j'ai aussi un livre sur le côté cycle féminin qui s'appelle Lune rouge de Miranda Gray, qui est intéressant aussi. Donc, c'est vrai que je ne le connais pas, celui-là. Il est pas mal aussi, j'aime bien. Ok, eh bien écoute, merci beaucoup. J'ai une toute dernière question pour toi qui est la des questions signature du podcast. Ça veut dire quoi pour toi avoir une hygiène de vie plus équilibrée et plus sereine? Ça veut dire, j'ai envie de dire que c'est bon, être à l'écoute de son corps, ça je pense qu'on l'aura bien compris. Et c'est aussi être moins exigeant avec soi-même et avec les autres. Faut être exigeant. Non, faut pas être exigeant en fait. On est comme on est. Une hygiène de vie, si on a envie de faire ça, bah faut le faire. Faut pas être trop rigoureux non plus parce que à vouloir faire des régimes trop restrictifs, exclusifs, etc. Bah on s'en rend malade. En fait, ça fait une charge mentale. Donc c'est lâcher prise.
Ok, je suis... Voilà. Moi, j'ai pas besoin d'être d'accord, mais j'aime beaucoup ta définition des choses. Mais écoute, merci beaucoup Camille d'avoir accepté de prendre la parole sur le podcast aujourd'hui et de m'avoir accompagnée pour ce bel et long échange que j'ai vraiment pris plaisir d'enregistrer avec toi. Je pense qu'on a abordé un tas de sujets aussi bien pour de futurs naturopathes que pour des personnes qui sont intéressées par la santé naturelle et qui se disent mais ça coûte trop cher et c'est pas du tout accessible, et j'espère qu'on aura toutes les deux démocratisé un petit peu justement cette vision des choses, que la santé naturelle est préventive, et ça reste accessible et c'est très modulable en fait en fonction tout simplement que ce soit du niveau de vie que de la maturité aussi des personnes à accueillir tel ou tel message pour se sentir mieux dans leur vie, quoi, tout simplement. Donc, exactement. Merci. En tout cas, merci à toi de ton accueil et de ta confiance. Je t'en prie. Mais écoute, je te souhaite une très belle continuation. Bon courage pour la suite de tes études et prends bien soin de toi. Merci, toi aussi. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout après cette longue conversation. J'espère que l'histoire de Camille vous aura inspiré. Rendre accessible la santé naturelle, quel beau projet de vie. D'ailleurs, c'est exactement ce que je souhaite faire au travers d'Hygiène de vie, que ça passe par mes consultations, effectivement, mais aussi par le blog, par le podcast que vous êtes en train d'écouter, mais aussi par mon compte Instagram au travers duquel je partage assez régulièrement des conseils et des réflexions au service de la pleine santé, aussi bien mentale que physique. J'ai à cœur également de rendre accessibles mes connaissances et mes astuces via d'autres ouvrages comme les e-books que je vous mets à disposition sur mon site internet, qui ne sont pas gratuits mais qui sont à prix très 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 abordable, et notamment le livre Plus jamais malade qui vous présente des conseils simples et accessibles pour adopter une alimentation santé et vitalisante, plus végétale, mais aussi des astuces pour booster votre immunité ou encore pour prendre soin de votre digestion. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et tous les liens seront en description de cet épisode. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser à moi ou à Camille. Comme d'habitude, je remettrai toutes ces informations sur l'article lié à cet épisode disponible sur mon site internet. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Et pour terminer, si le sujet du jour vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser, à le partager en story sur Instagram en faisant une copie d'écran de l'épisode et en me taguant @AlexandraPortailNaturo et en taguant Camille @CamilleAuNaturel pour que nous puissions vous repartager en retour. En attendant, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!